Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on plonge dans un chapitre clé du programme de première, les espaces de production dans le monde. On s'est déjà posé la question, sérieusement, d'où viennent les objets qui nous entourent? On va voir que derrière chaque produit, se cache une géographie mondiale hyper complexe, super diverse et où la concurrence est rude. Prête à décortiquer tout ça? C'est parti. Pour commencer, on va partir d'un objet que tout le monde connaît. Un jean. À première vue, rien de plus simple, c'est un vêtement. Mais en réalité, est-ce que c'est si simple? Sa fabrication, c'est une véritable histoire, celle de l'économie mondiale d'aujourd'hui. Imaginez un peu le voyage. Le coton a poussé, disons, en Inde. Il a ensuite été envoyé en Allemagne pour être teint avec des produits bien spécifiques. De là, le tissu part dans des usines gigantesques en Chine pour être tissé. Et l'assemblage final, la couture, les boutons, ça, c'est fait en Tunisie juste avant que le jean n'arrive dans une boutique près de chez nous. Ce périple, qui traverse plusieurs continents, c'est l'exemple parfait de ce qu'on appelle un système productif mondialisé. Ok, alors comment ça marche tous ces systèmes? Pour le comprendre, il faut d'abord connaître les règles du jeu, et surtout, ses acteurs principaux. Allez, on entre dans le vif du sujet. L'acteur numéro 1 sur l'échiquier mondial, c'est la firme transnationale, qu'on abrège en FTN. En clair, c'est une entreprise qui ne joue pas seulement à domicile. Son terrain de jeu, c'est la planète entière. Elle installe ses usines, ses bureaux de recherche, ses filiales, un peu partout dans le monde. On pense tout de suite aux géants américains comme Apple, bien sûr, mais aussi à des groupes français comme Total Energies ou LVMH. Et leur pouvoir est juste immense. Tenez-vous bien, 80% de tout le commerce international est, d'une manière ou d'une autre, lié à ces FTN. Ça veut dire qu'elles sont au cœur de quasiment tous les échanges de marchandises, de services et d'argent qui parcourent le globe. C'est énorme. Mais au fond, pourquoi une FTN s'embêterait-elle à éparpiller sa production comme ça? La réponse tient en 3 lettres, DIT, pour Division internationale du travail. L'idée, c'est de l'optimisation à l'échelle mondiale. Chaque pays, chaque région va se spécialiser là où il a un avantage. On va concevoir les produits en Californie parce qu'il y a les cerveaux, on va assembler en Asie du Sud-Est parce que la main-d'œuvre est moins chère, et on va extraire les matières premières en Afrique ou en Amérique latine. C'est une sorte de puzzle géant. Et attention, ce n'était un phénomène qui date d'hier. Le géographe Laurent Carouet le résume brillamment. La mondialisation, c'est tout simplement l'extension du système capitaliste à l'ensemble de la planète. Les FTN et la DIT sont en quelque sorte les 2 moteurs de ce processus historique de très longue haleine. Bon, maintenant qu'on a posé les bases théoriques, voyons comment ça s'applique dans la réalité. On va comparer 2 exemples que tout oppose. Ils illustrent 2 logiques de production très différentes. Un modèle européen qui joue en réseau et un modèle américain qui mise sur l'hyperconcentration. D'un côté, on a Airbus, le géant européen de l'aviation. De l'autre, la Silicon Valley, le cœur battant de l'innovation technologique mondiale. 2 espaces productifs ultra performants, mais qui ne sont pas du tout organisés de la même manière. Le modèle Airbus, c'est l'exemple parfait de la production en réseau à l'échelle d'un continent. Ce qui est fascinant, c'est que son succès repose sur la coopération entre plusieurs pays européens, la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni. Chaque site de production est ultra spécialisé. Les ailes sont conçues à un endroit, le fuselage à un autre, l'assemblage final se fait à Toulouse ou à Hambourg. C'est un immense puzzle industriel, éclaté géographiquement mais hyper cohérent et qui est soutenu politiquement par les États. La Silicon Valley, c'est exactement l'inverse. Ici, le mot d'ordre, c'est la concentration maximale. Sur un tout petit territoire au sud de San Francisco, on trouve la plus grande densité au monde d'entreprises de haute technologie, de laboratoires de recherche, d'universités prestigieuses comme Stanford et de financiers prêts à investir des milliards. C'est un véritable écosystème où la compétition est féroce pour attirer les meilleurs ingénieurs du monde, au point que les géants comme Apple ou Google se construisent de véritables villes dans la ville. Allez, on fait une pause dans la théorie et on passe à une partie très pratique mais absolument essentielle pour le bac, la méthodologie. On va voir ensemble comment construire une légende de croquis qui soit non seulement juste, mais aussi organisée et pertinente. C'est une compétence fondamentale en géo. Prenons un sujet très classique, les investissements de la Chine en Afrique. Souvent, l'exercice vous donne un texte et votre mission, c'est de le transformer en carte et surtout en légende organisée. Attention, le but n'est pas de faire une liste de courses, le but c'est de construire une démonstration visuelle, de prouver par la carte que vous avez compris les enjeux du sujet. Première étape, on passe en mode détective. On prend son texte, son surligneur et on traque tout ce qui est cartographiable. Ça veut dire quoi? Les noms de lieux, bien sûr, les pays, les villes, mais pas seulement. Il faut aussi repérer les activités économiques, les ressources, les flux de marchandises ou de personnes, les investissements. Bref, chaque information qui peut être placée sur une carte est un indice précieux.
Deuxième étape, la traduction. Maintenant, il faut transformer les mots du texte en langage cartographique. Et ce langage a ses propres règles. Pour représenter des zones, comme les pays partenaires de la Chine, on va utiliser des aplats de couleurs. Pour localiser des activités précises, comme une mine ou un port, on va utiliser des figurés ponctuels, des petits symboles. Et pour montrer des mouvements, des flux, on utilise des figurés linéaires, le plus souvent des flèches. Et voici l'étape cruciale, celle qui va vraiment faire la différence sur votre copie. Il ne suffit pas de lister les figurés les uns après les autres, non, il faut les organiser, les regrouper de manière intelligente en 2 ou 3 grandes parties. Chaque partie doit avoir un titre qui montre une idée, une analyse. Pour notre sujet, par exemple, on pourrait imaginer une structure comme celle-ci. En faisant ça, on montre au correcteur qu'on n'a pas seulement décrit le phénomène, mais qu'on l'a analysé. Pour terminer, on synthétise tout ce qu'on vient de voir sous la forme d'une petite fiche de révision. L'objectif, avoir les idées claires, les notions clés en tête et les outils pour réussir le jour J. Allez, on récapitule le vocabulaire à maîtriser absolument. On a vu les FTN, qui organisent la production mondiale. Elles le font en suivant la logique de la DIT. Pour s'implanter à l'étranger, elles réalisent des IDE, des investissements directs à l'étranger. Tout ça forme un système productif global. Et pour attirer ces investissements, certains États n'hésitent pas à pratiquer le dumping fiscal ou social, c'est-à-dire une course vers le bas des impôts ou de la protection des salariés. Il faut aussi bien avoir en tête cette hiérarchie mondiale des espaces. Au sommet, on a les centres de commandement, les villes globales où se prennent les décisions stratégiques. Ensuite, on trouve les ateliers du monde, souvent les pays émergents où l'on fabrique. Et enfin, les périphéries, des espaces souvent spécialisés dans l'extraction des matières premières. Et pour finir, quelques pièges à éviter. Erreur numéro 1, réduire la production mondiale aux usines low cost. C'est une vision très simpliste. N'oubliez jamais les pôles de haute technologie, comme Airbus ou la Silicon Valley, qui sont tout autant des espaces productifs. Deuxième erreur, pensez que les États ne peuvent rien faire face aux FTN. C'est faux. Ils sont des acteurs clés qui mettent en place de vraies stratégies pour attirer les entreprises. Et on se quitte avec cette question, qui résume finalement tout l'enjeu du chapitre. Cette mise en concurrence des territoires, que ce soit par la fiscalité, les normes sociales ou environnementales, pose une question fondamentale. Est-ce qu'elle crée de la richesse pour tout le monde ou est-ce qu'au contraire, elle creuse les inégalités? C'est typiquement le genre de problématique parfaite pour une composition au bac. Voilà, merci pour votre attention et on se retrouve très vite.